journaliste, c'est pas comme architecte, c'est pas une profession réglementée, c'est pas comme médecin ou d'autres métiers. Tu es journaliste à partir du moment où tu exerces un travail de journaliste. Alors, il y a une certaine déontologie à respecter, mais rien ne t'y engage contractuellement. C'est-à-dire que c'est une déontologie dont tu te revendiques, mais en tout cas, il n'y a pas d'examen à passer, il n'y a pas de diplôme à avoir, il n'y a pas de carte à avoir. Eh bien, bienvenue dans Drop the Cut, le podcast qui part à la rencontre des diplômés architectes qui ne bossent pas en agence. Je suis Som Afshar et je reçois aujourd'hui David Habitant, journaliste d'architecture et bien plus. Bienvenue David et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et j'espère que mes questions ne seront pas trop bancales pour le journaliste que tu es. Certainement pas, je suis sûr que non. C'est le 14e épisode du podcast que j'enregistre, mais paradoxalement seulement le 2e en présentiel. Et j'aimerais donc remercier l'agence DAS Studio qui nous prête aujourd'hui ses ateliers et nous permet d'enregistrer cet épisode sous une énorme tête d'élan empaillée. Qui fait un peu peur, mais qui a un côté un petit peu rassurant aussi. Voilà, c'est sous le signe de l'élan, notre discussion. Ça apporte de la chaleur à la pièce, c'est une astuce d'architecte. Donc David, je t'ai présenté en tant que journaliste d'architecture, mais c'est assez réducteur te concernant. Donc pour les étudiants qui écoutent et qui, à la différence de moi, n'ont pas ton profil LinkedIn sous les yeux, permets-moi de dérouler rapidement ton CV. Je t'en prie. Entre 2007 et 2010, tu as effectué une licence à l'ENSA Paris-Malaquais. Ensuite, en 2011 et pendant un an, tu as été attaché de production pour 2 émissions sur France Inter. Puis les 2 années suivantes, cette fois, c'est pour le Grand Journal où tu as été assistant d'émission, donc pour les versions de Michel Denisot et d'Antoine Decaune. Effectivement. Ensuite, de 2014 à 2016, tu as été journaliste d'architecture pour le site slate.fr. Et en ce qui concerne les activités que tu exerces aujourd'hui, depuis 2014, donc depuis 7 ans, tu travailles pour Théma Archi, un magazine d'architecture en ligne où tu étais initialement blogueur et dont tu es désormais le rédacteur en chef. Et depuis 2015, donc cette fois depuis 6 ans, tu animes chaque été, donc en ce moment même, sur France Inter, la petite chronique Les choses de la ville, les samedis et dimanches matins. Et enfin, également depuis 6 ans, tu as fondé Théma Prod, une agence de production audiovisuelle pour le monde de l'architecture. Effectivement. C'est une lecture d'un profil LinkedIn. Alors, parfois, on arrondit un peu les dates et on modifie un peu les intitulés. Mais voilà, ça donne un peu les grandes idées, effectivement. Du coup, pour prendre les choses dans l'ordre chronologique, ma première question, elle est assez évidente. C'est pourquoi avoir arrêté les études d'architecture en licence ? Alors, j'ai plein de réponses à cette question. Parce que c'était dur, parce que j'étais peut-être pas fait pour ça, parce que, très concrètement, parce que je pense qu'il y a une chose dans les études d'architecture que je vivais peut-être pas très très bien, c'est tous les jurys. On est sans cesse en train de présenter des projets devant des jurys, on est sans cesse en train d'être noté sur un travail qu'on a effectué, parfois pendant plusieurs mois, parfois à travers un jury qui lui va ne durer que quelques minutes. Et je trouvais ça très très dur, je trouvais ça franchement très très dur. Déjà, j'étais pas spécialement à l'aise à l'oral, bon, je pense comme beaucoup d'étudiants en architecture. Logiquement, maintenant que tu travailles à la radio. Oui, non, voilà, c'était une manière, c'est qu'il a fallu un petit peu il a fallu du travail de ce côté-là, ça c'est sûr. Mais voilà, j'étais peut-être pas spécialement à l'aise à l'oral, j'étais pas spécialement bon peut-être dans le cadre de mes études aussi. Et puis peut-être, je sais pas, j'ai pas beaucoup de recul sur la chose, mais peut-être à titre personnel, en tout cas que j'avais peut-être pas les épaules suffisamment solides aussi pour ce genre d'études où quand même on est beaucoup remis en question, et c'est sans doute très très bien d'être remis en question, et ça a été peut-être très bien que je le sois pendant 4 ans à raison d'une fois toutes les semaines, 2 semaines, 3 semaines selon les fréquences des jurys. Mais je pense que j'ai été content de sortir de tout ça et de plus avoir cette impression d'être sans cesse jugé sur ce que je proposais. Voilà. J'ai adoré ces études d'architecture. On va pouvoir, je pense, en discuter, mais je pense que j'ai aussi adoré en sortir. Mais du coup, pendant tes études, tu te projetais à un moment en tant qu'architecte ou jamais Oui, bien sûr. Alors là encore, tiens, ça serait, je ne sais pas exactement ce qu'il en est chez d'autres architectes, chez d'autres étudiants en architecture de mon époque, mais aussi chez d'autres étudiants en architecture aujourd'hui. Je me rends pas compte si la manière dont l'architecture est présentée amène toujours à ce genre de raccourci, mais pour ma part,
je suis arrivé en études d'architecture sans trop savoir exactement en quoi consistait l'architecture, et j'imaginais qu'on allait faire de chacun d'entre nous, ou en tout cas au moins de moi, j'avais cette prétention-là, une grande star de l'architecture. Enfin, j'avais que ça comme référence. Je connaissais Jean Nouvel et Franck Guéry. Je ne sais pas si j'avais quelques autres noms à donner à ce moment-là. En tout cas, j'imaginais pas que l'architecture, ça pouvait être autre chose. Et moi, je me voyais bien en être, en tout cas, dans ce sens-là. C'est après, avec la pratique et avec ce que ça impliquait réellement, que déjà je suis un petit peu redescendu sur terre. Je me suis rendu compte aussi de la réalité du métier. Et tu serais peut-être dessinateur pour Franck Guéry. Voilà, exactement, et que ce serait déjà une très très belle chose, effectivement. Non, et puis surtout, je me suis vu dans une pratique plus réaliste de l'architecture, dans un premier temps, avant de me rendre compte que ça demandait peut-être aussi des capacités que j'avais peut-être pas forcément, ou peut-être que j'avais d'autres choses à dire ou à faire. Voilà, alors je sais pas si c'est maintenant qu'on développe tout ça, mais en tout cas c'est vrai que je me suis vu continuer dans l'architecture jusqu'à ce que j'arrête mes études d'architecture. C'était pas un plan prévu d'arrêter mes études d'architecture. C'est une opportunité qui m'a permis de faire une année de césure qui finalement ne s'est jamais refermée. Je suis encore en césure là, je vais peut-être reprendre demain. Et c'est voyant d'autres possibilités, un autre avenir professionnel, c'est voyant cela que j'ai décidé de ne pas reprendre des études d'architecture. Bah justement, je voulais savoir comment on passe d'être un étudiant en licence en architecture à justement travailler pour France Inter en tant qu'attaché de production, qui d'après ce que j'ai compris, d'après mes recherches Google, est un rôle plutôt important dans la production d'une émission. Oui, effectivement, les attachés de production à Radio France, c'est comme ça qu'on les appelle à Radio France. Peut-être c'est le cas dans d'autres radios, peut-être plus largement on peut parler d'assistants d'émission. Ce sont les personnes qui participent à fabriquer au quotidien les émissions de radio avec le duo producteur-réalisateur. À Radio France, notamment, les producteurs sont la plupart du temps les animateurs de l'émission. Et ils travaillent en collaboration avec un réalisateur à chaque fois pour mettre en onde une idée, un projet d'émission. Et l'assistant d'émission, l'attaché de production, travaille avec ce duo-là pour apporter au quotidien du contenu, quoi. C'est l'attaché de production qui va participer avec le producteur et le réalisateur à trouver des invités, à trouver des idées d'abord de sujets, à voir quels peuvent être les invités qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Et puis très concrètement, c'est l'attaché de production qui prend contact avec ses invités, qui fait ce qu'on appelle la programmation, qui aide le producteur sur tout ce travail éditorial jusqu'à l'aider à préparer chacune de ses émissions. C'est effectivement un des postes que j'avais à France Inter. Et pour répondre à ta question très précise qui est comment on passe d'études d'architecture à un poste à France Inter, il y a une étape entre les deux, il y a une marche que je m'étonne de ne pas avoir mis sur mon CV LinkedIn, mais... Si, c'est peut-être moi qui l'ai... Alors non, je t'en prie, mais... Une radio étudiante. Effectivement, voilà, et elle est très importante, cette radio étudiante, dans le cadre de mon parcours. C'est Radio Campus Paris. En fait, tout est parti de là, c'est-à-dire que pendant mes études d'architecture, j'avais eu l'occasion, grâce à mon grand ami Thibaut Pombet, qui nous écoutera peut-être, de découvrir cette radio étudiante. Donc lui, il avait l'occasion de faire quelques petites chroniques de temps en temps, de façon bénévole et amateur évidemment. Et puis un jour, il m'avait amené avec lui là-bas, et puis j'avais trouvé ça génial. Et puis du coup, j'ai continué à y aller. D'abord avec lui, et puis on a monté une émission ensemble avec d'autres personnes, et puis finalement Thibaut lui a arrêté la radio, mais moi j'ai continué d'aller régulièrement à Radio Campus Paris en parallèle de mes études d'architecture. Donc c'était mon petit loisir du jeudi soir, puis du jeudi soir et du mardi soir, et puis du lundi soir aussi, et puis un moment en fait où mes journées se répartissaient à part non pas égales mais pas loin, entre les études à l'école d'architecture et le loisir à la radio. Si bien que j'ai eu plein de postes à Radio Campus Paris, jusqu'à ce qu'il y ait un poste qui est une petite ouverture de poste sur une année. C'était un volontariat en service civique à l'époque, qui consistait à assister le directeur d'antenne, la directrice d'antenne de Radio Campus Paris. Et lorsque ce poste s'est ouvert, il se trouve que... c'était un poste qui allait s'ouvrir pour septembre. Et j'ai appris l'ouverture de ce poste vers sans doute fin d'année, avril, mai, juin, à un moment où les études d'architecture commençaient à devenir vraiment compliquées. Moi, j'allais passer le dernier jury, le dernier projet pour avoir une licence que j'ai eu en 4 ans. Et c'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête, ce poste qui s'ouvrait.
Et comme élément déclencheur, j'ai eu mon jury de projet pour la licence, mon dernier jury de projet, c'est très mal passé. Sans doute, mon projet était-il très mauvais, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'en étais très content de ce projet. J'avais beaucoup travaillé, je m'étais beaucoup investi. Quand je raconte l'histoire, j'aime bien préciser que les enseignants qui m'encadraient et me soutenaient beaucoup sur ce projet-là, et donc j'en étais assez fier et j'avais l'impression que c'était de façon absolue un bon projet. Or, ça ne l'était évidemment pas, en tout cas pas de façon absolue, puisque le jury s'est très mal passé. C'est un jury extérieur, donc un jury externe qui n'avait pas été avec nous pendant la conception du projet, qu'il découvrait là pendant les 10 minutes de présentation. Et vraiment, ça s'est très très mal passé. Je me rappelle, j'ai eu, je crois, 10, donc la moyenne tout juste. Autant dire que c'est une mauvaise note. Enfin, c'était vraiment une manière de dire que bon, c'était éventuellement passable, mais on n'était clairement pas face à un travail satisfaisant d'étudiant en architecture. Et je pense que c'était le bon élément déclencheur pour me dire que peut-être que ça serait bien de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Et j'ai postulé à ce poste à Radio Campus Paris. Donc jusqu'à présent, j'étais bénévole et là, je me proposais de devenir employé pendant 1 an. Et j'ai été pris et ça s'est super bien passé et j'ai adoré plein de choses. J'ai adoré le fait de quitter mes études d'architecture. Déjà, en fait, c'est vrai que ce sont quand même des études très prenantes et on n'est pas mécontent de pouvoir s'en échapper un moment. J'ai adoré aussi le fait de travailler tout simplement parce que c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'étais en école d'architecture. Avant ça, j'avais fait 1 année de classe prépa. Donc finalement, j'avais jamais, je faisais des jobs d'été chaque été, on va dire. Je bossais un petit peu aussi à côté des cours, mais là, de me retrouver à plein temps à travailler, en fait, j'ai trouvé ça assez agréable. C'est autre chose que le rythme d'étudiant où on rentre chez soi et on n'est jamais vraiment libre. On a toujours des choses à faire pour le lendemain, pour la semaine d'après, pour le mois d'après. Et ben là, avec mon travail à Radio Campus Paris, je me retrouvais à rentrer chez moi et en fait à n'avoir rien à faire jusqu'au lendemain où je revenais prendre mon poste dans les bureaux de Radio Campus Paris. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, très concrètement, j'ai beaucoup aimé le fait de découvrir ce milieu de la radio-là que je connaissais depuis, je pense, déjà bien 2-3 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais que là, je vivais au quotidien tout au long de la journée. Et ça, c'était vraiment très plaisant et je me suis dit que... Alors, je vais t'expliquer juste après. On reste encore à ce moment-là dans l'idée d'une année de césure, mais quand même, c'est une année de césure avec une petite perspective de, quand même, le journalisme et la radio en particulier, c'est quand même pas inintéressant. Et puis alors, comment arriver à France Inter ? En fait, à la fin de cette année-là, quand j'ai compris que j'allais retourner à l'école, j'ai commencé à faire les dossiers pour m'inscrire, pour reprendre l'école. Et en même temps que je faisais les dossiers pour reprendre l'école, je faisais aussi les dossiers pour voir si par hasard j'arrivais pas à trouver un petit poste à droite à gauche. J'ai postulé un peu partout, je pense, et même pas que dans des radios d'ailleurs. Je sais que j'ai fait des jobs qui avaient un vague rapport avec le journalisme, mais en tout cas de façon très large, jusqu'à finalement décrocher un entretien d'embauche avec Ali Rebéi à France Inter. Et alors... Et là, c'était vraiment un moment très important pour moi en tant qu'auditeur de France Inter que j'étais, que de pouvoir aller à Radio France, déjà aller dans ce bâtiment-là, c'était super. Rencontrer Ali Rebéi que je connaissais comme auditeur, je l'écoutais tous les jours à la radio, j'écoutais France Inter tous les jours depuis des années, donc j'étais très ému d'être là-bas. Et puis en fait, l'entretien s'est super bien passé et j'ai été pris en stage d'abord pendant 2 mois. Puis ça s'est prolongé par un autre stage, Radio France, hein, ça s'invente pas. Un autre stage que j'ai fait pendant 6 mois avec Pascal Clark, donc toujours en tant qu'attaché de production, mais donc stagiaire. Et puis ça s'est prolongé cette fois par des petits contrats de remplacement, surtout. Bon, faut savoir qu'à Radio France, il y a beaucoup de remplaçants comme ça et qu'en fait, quand on est remplaçant en soi, on a de quoi faire. C'est un plein temps, hein, on est en poste tout le temps. Et donc j'ai continué comme ça jusqu'à la fin de l'année et les vacances aussi, les grandes vacances aussi. À l'issue de quoi, j'ai rejoint le grand journal de Canal+, effectivement, là encore en tant qu'assistant d'émission. Donc là pour le coup, c'était une opportunité qui s'est présentée. Et c'est vrai qu'entre les contrats précaires sans cesse renouvelés de Radio France et un contrat plus pérenne à Canal+, j'ai pris le second plutôt. Et voilà. Très bien.
C'est une longue histoire, hein. Je la raconte dans les détails, c'est pour ça. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. C'est exhaustif. Et mais donc cet intérêt pour le journalisme, il vient vraiment de Radio Campus Paris. Oui. Et c'est pas du tout des articles de recherche, par exemple, pendant les études d'archi qui t'auraient mis... Je me rappelle plus très bien, on refait un petit peu l'histoire après coup, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup Radio Campus Paris qui m'a guidé là-dedans. Il faut savoir que mon père a été pendant assez longtemps journaliste, alors il était spécialisé dans le cinéma, et spécifiquement le cinéma israélien, il avait vraiment une case très restreinte de spécialité, on va dire, mais il exerce multiples activités, mon père, mais notamment celle-ci, donc j'ai vu ça pendant toute mon enfance aussi, et donc ça a sans doute influencé mon parcours, mais pour autant je ne crois pas avoir tellement prévu ça. J'ai vraiment découvert ça un peu sur le tas aussi via les émissions de Radio Campus Paris. Ce dont je me souviens en revanche, c'est quand même que je crois me rappeler, je pense que c'était avant Radio Campus Paris, que pour entrer gratos à des expositions, j'avais tendance à me faire passer pour un journaliste. Oui, c'est ça, je me rappelle. J'avais rencontré un type un jour, j'étais à la Cinémathèque, j'étais allé voir un film à la Cinémathèque française à Paris, et j'avais rencontré un type très sympa, je sais pas, on avait discuté après le film, et en fait, il me parlait de son astuce, il avait une espèce de fausse carte de presse de je ne sais plus quel pays, lui-même était originaire de ce pays-là. Et il me disait, mais attends, mais tu devrais faire ça. Il était hyper étonné que j'ai payé ma place, en fait. Et il me dit, mais attends, mais t'as pas une fausse carte de presse? Mais attends, mais c'est génial, tu fais ça, tu rentres partout et tout, tu vas voir, c'est génial. Bon, alors on falsifie pas une carte de presse française. Alors, je ne prends pas la responsabilité des propos. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, sous la surveillance d'un adulte seulement. Mais je sais plus exactement qu'est-ce qu'il avait comme carte et quel usage il en faisait. En tout cas, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est génial. Au Bagou, il y a peut-être des choses à faire. Et j'ai commencé comme ça à appeler des... je me rappelle d'une expo sur le Grand Paris à l'époque à la Cité de l'Architecture, et je me rappelle que j'avais appelé de façon vraiment, pourquoi pas, tiens, j'ai demandé le service de presse, et puis je sais pas, on m'a passé quelqu'un, et puis je me suis présenté comme journaliste, je sais plus qu'est-ce que j'ai brodé autour de ça, mais je me suis démerdé pour avoir 2 invitations pour le vernissage de l'expo, et j'avais amené mon cousin qui est architecte d'ailleurs. Et c'était trop marrant de me retrouver au milieu de tout ça, j'étais hyper heureux en fait, et je me dis mais c'est tellement simple et c'est génial, et je l'ai refait plusieurs fois comme ça pour aller pareil au musée gratuitement, où je me demande si j'ai même pas récupéré des livres comme ça aussi, je trouvais ça génial, et j'avais l'impression d'avoir hacké le système, et quand on est étudiant, forcément c'est pas, non seulement c'est pas donné tout ça, c'est quand même assez cher pour les revenus qu'on a en tant qu'étudiant, mais en plus là il y avait ce truc d'être, je me rappelle cette soirée à la Cité de l'Architecture. C'est de l'architecture avec qui je travaille beaucoup aujourd'hui, je leur ai jamais raconté cette histoire, tiens, je pourrais leur en parler. Mais je me rappelle ce truc-là, je m'étais retrouvé au milieu de tous les grands architectes qui avaient travaillé sur le projet du Grand Paris, les MVRDV, il y avait Rogers, il y avait Nouvel, il y avait peut-être M. Koulas aussi, il y avait tous ces gens-là qui étaient là, qui se baladaient avec une coupe de champagne à la main, et moi j'étais au milieu d'eux, et j'étais assez halluciné du truc. Je pense très sincèrement que ça m'a aussi donné envie d'être journaliste. C'est-à-dire que plus que l'envie d'écrire, c'était l'envie de... je pense qu'il y avait un peu une envie d'en être un peu. C'est un métier qui te permet de te faufiler à des endroits... C'est clair. Mais du coup, tu t'es d'abord appelé journaliste, puis tu as essayé de te convaincre toi-même que tu l'étais. Exactement. Écoute, finalement, pourquoi pas après tout. Tu sais, il y a cette spécificité, je sais pas, mais cet élément qu'on sait pas toujours, mais journaliste, c'est pas comme architecte, c'est pas une profession réglementée, c'est pas comme médecin, notaire ou d'autres métiers. Tu es journaliste à partir du moment où tu exerces un travail de journaliste. Alors, il y a une certaine déontologie à respecter, mais rien ne t'y engage contractuellement, c'est-à-dire que c'est une déontologie dont tu te revendiques, mais en tout cas il n'y a pas d'examen à passer, il n'y a pas de diplôme à avoir, il n'y a pas de carte à avoir. La carte de presse, elle est très intéressante pour tout un tas de raisons, parce qu'elle permet de rentrer au musée sans faire la queue, et parce qu'elle permet de déduire une partie de ses frais de travail dans le cadre de ses impôts notamment, mais en tout cas c'est pas la carte de presse qui fait le journaliste. En tout cas on est journaliste sans avoir nécessairement une carte de presse, et donc après tout, pourquoi pas, tu vois. Si on revient sur ton parcours, en fait, certes, tu as fait Radio Campus Paris, mais ensuite chez France Inter et au Grand Journal, tu étais plutôt du côté de la production. Effectivement. Et à partir du moment où tu es passé sur Slate.fr,
t'as vraiment écrit des articles à la première personne, enfin peut-être pas à la première personne, mais c'était vraiment avec ton nom, ton image, en tant que rédacteur d'articles. Et du coup, est-ce que ça a été naturellement cette évolution dans ta place dans un média? Ouais, effectivement. Ça a été assez naturellement parce que... j'étais pas non plus exactement à la production dans le sens où j'avais un travail éditorial, que ce soit à France Inter ou à Canal+. Mais c'est vrai qu'en tout cas, T'étais dans l'ombre. Voilà, exactement. Passer de l'ombre à la lumière. Non, mais c'est vrai que c'est exactement ça. En fait, à Radio Campus Paris, on fait tous les rôles. On fait l'ombre et la lumière, si tu veux. À Radio Campus Paris, on se prépare les émissions en commun. Un jour, tu réalises l'émission de ton copain, et puis l'autre jour, c'est ton pote qui va réaliser ton émission à toi. On est réalisateur, technicien en même temps. On est animateur d'une émission, chroniqueur sur une autre. On fait un petit peu tous tout. Et donc, il n'y a pas cette frontière, si tu veux, à Radio Campus Paris entre... de façon générale, dans les radios étudiantes, il y a des techniciens, parfois certains qui viennent juste pour faire de la technique parce que ça leur plaît, ou alors parce qu'ils sont embauchés par ces radios-là pour faire uniquement la technique. Mais disons que une grande partie des bénévoles de ces radios-là souvent touchent un petit peu à tout, à des questions très techniques, à des questions très éditoriales et à la production de l'émission au sens large qui est un petit peu entre les deux. Lorsque j'ai travaillé à France Inter puis au Grand Journal de Canal+, là, j'avais un travail éditorial, mais je travaillais pour les autres. Et justement, en fait, il y avait une petite frustration là-dedans. C'était très agréable. J'aimais beaucoup, j'ai adoré bosser à France Inter, j'ai adoré bosser au Grand Journal ensuite. Mais parfois, j'imagine comme un architecte aussi qui bosse dans une grande agence, dans une très très grande agence. Le Grand Journal, c'était une très très grande émission. Donc, du coup, il y a d'autant plus de maillons dans la chaîne et les maillons sont d'autant plus restreints, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y avait une petite frustration aussi de ça. Et la deuxième année au Grand Journal, j'ai commencé à proposer plein de sujets. J'ai commencé à proposer des rubriques, des chroniques, ce qu'on appelle des magnétos, quoi, des petits reportages ou des choses qui pouvaient rentrer dans le cadre de l'émission. Et il n'y a rien qui n'a jamais abouti finalement. Et du coup, j'étais un petit peu déçu. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, je me rappelle, j'avais vraiment sorti toutes mes cartes, quoi, pour essayer de faire autre chose que de la préparation d'émissions. Et finalement, rien n'ayant abouti, j'ai décidé de quitter le Grand Journal. J'avais pas envie de faire une troisième année encore en préparation d'émissions comme ça. Et voilà, et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant, j'ai des connaissances en architecture qui sont encore vives, mine de rien, parce que 3 ans auparavant, je faisais mes études d'architecture. 4 ans auparavant, je faisais mes études d'architecture. J'ai des connaissances journalistiques qui maintenant commencent à donner quelque chose. C'est-à-dire que Radio Campus Paris, j'avais une volonté de faire un travail journalistique, mais j'apprenais en même temps que je faisais. C'est une formation en fait. Voilà, exactement. Oui, ça a été un peu ma formation, mais du coup, comme un travail d'études, c'est pas toujours là où on est le meilleur, quoi. Donc je pense que c'était quand même bien améliorable ce que je pouvais faire à Radio Campus Paris. À France Inter, ça devenait beaucoup plus sérieux et j'ai vraiment appris le métier, sauf que disons que j'ai eu souvent des rôles très très précis en grande partie, je faisais ce qu'on appelait, je faisais les fiches, quoi. J'étais fichiste, je préparais des fiches sur le sujet qu'on allait traiter dans l'émission. Donc je préparais la fiche en amont et je la donnais au producteur qui lui s'en servait pour préparer lui-même son interview. Donc on n'était pas encore dans un travail journalistique complètement abouti, on va dire. Et en fait, c'est au Grand Journal où j'ai été en charge de la documentation papier. C'est un rôle, je ne sais pas si ça existe encore dans des émissions. Je ne sais pas s'il y a vraiment des émissions qui fonctionnent encore comme le Grand Journal aujourd'hui. En tout cas, mon rôle consistait, pour le dire très simplement, à lire toute la presse, quoi. Enfin, j'étais en permanence en contact avec toute la presse. Je lisais tous les articles de tous les journaux, ou moi je les lisais en diagonale, on va dire. Mais ça permettait d'être au courant un peu de tout ce qui se passait et ça pouvait ensuite m'aider à proposer des articles aux différents intervenants de l'émission pour les aider. Un tel sur sa chronique, un autre pour trouver des invités, un troisième parce qu'il va avoir besoin d'un article pour illustrer un reportage. Enfin voilà. Et donc tous les journaux auxquels on était abonné m'étaient adressés à moi. Je les lisais, je les triais et ensuite j'allais voir les différentes personnes pour leur dire ce que j'avais lu. Donc pendant 2 ans, j'ai lu toute la presse au quotidien. Donc je lisais le matin tous les quotidiens et puis selon les jours de parution des hebdos, je lisais l'après-midi les hebdos. Et ça, pour le coup, ça vraiment c'était ma formation. Je me prétendais pas journaliste avant ça. Et en revanche, après tout ça, et notamment après ces 2 ans à lire la presse au quotidien, à lire tous les journaux tous les jours, j'ai commencé à me revendiquer comme étant journaliste.
Et donc voilà, donc je reviens, petite ellipse temporelle, on revient à la fin de ces 2 ans-là au Grand Journal, où donc j'ai envie de quitter tout ça pour cette fois être plus moi-même à l'origine de ce dont je parle, donc ne plus préparer pour les autres, mais faire moi-même. Et du coup, je me dis, bon bah voilà, j'ai cette expérience dans l'architecture, j'ai cette expérience dans les médias. Est-ce que ça serait pas le moment de lier ces deux expériences entre elles ? Pour être tout à fait honnête, à la base, j'étais même pas forcément parti pour retourner dans le domaine de l'architecture. J'avais surtout envie d'écrire, de faire des reportages, j'avais vraiment envie d'être vraiment journaliste, de faire tout ce que je faisais à Radio Campus Paris, mais de le faire non plus en tant que bénévole amateur, mais de le faire en tant que professionnel. Du coup, en fait, tu as cherché un prétexte. Exactement. Et c'est vrai que l'architecture, c'était un bon prétexte parce que pour plusieurs raisons. Évidemment, la première raison, c'est parce que ça m'intéressait. Hein. C'est un domaine qui me plaisait, qui me passionnait même, et je continuais à avoir un œil sur tout ce qui se passait dans l'architecture, même alors que alors que j'avais quitté l'école d'architecture, mais de manière très pragmatique, être journaliste spécialisé, il y avait 450 journalistes parisiens bien meilleurs que moi pour traiter de la musique, pour traiter de la littérature, pour traiter du cinéma. Être journaliste généraliste, c'est quand même très compliqué, quoi. Journaliste culture, c'est des postes, on n'y rentre pas comme ça, on va dire. J'avais pas vraiment de valeur ajoutée en tout cas sur tous ces domaines-là, et en même temps je me rendais bien compte que l'architecture quand même on la voyait pas trop dans les médias, on en entendait assez peu parler lorsqu'on n'y était pas directement concerné, et je me suis dit qu'il y avait peut-être une place à prendre, et c'est comme ça que j'ai voulu essayer de développer ça. Au début plutôt pour d'autres magazines, hein, et donc tu parlais de Slate tout à l'heure. Alors c'est vrai que peut-être sur LinkedIn ça peut paraître une longue plage temporelle, mais je pense que j'ai dû écrire 5 ou 6 articles, pas plus, hein. Je faisais juste des piges de temps en temps, donc peut-être c'est sur une plage temporelle un peu étendue, mais finalement j'ai pas énormément bossé avec eux. En tout cas, à ce moment-là, quand je quitte le Grand Journal, j'ai vraiment l'envie de bosser, de proposer des articles à Slate, au Monde, à tous ces médias qui m'intéressaient, pour, via ces médias-là, parler d'architecture au plus grand nombre. Sauf que très vite, quand je commence à envoyer des mails pour leur dire « Salut, je suis journaliste et j'aime beaucoup l'architecture, j'aimerais écrire des articles sur l'architecture pour chez vous », bon, quand les gens avaient la gentillesse de me répondre, ils me demandaient des références, ils me demandaient de montrer ce que je pouvais faire. C'est vrai que j'avais rien à montrer, et c'est comme ça que j'ai créé le blog Thema.archi. Pour moi, c'était avant tout montrer ce que je savais dire, ce que je savais écrire, et donc et c'était une manière aussi d'aller à fond dans ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'avais vraiment la volonté de parler d'architecture de façon très décomplexée, de façon très ouverte à destination de tous. Et donc je me dis voilà, si je le fais via mon propre blog, je pourrais, c'est moi qui vais décider de la manière dont je veux parler d'architecture. Alors je me rappelle plus très bien, il est plus en ligne aujourd'hui ce site-là, mais c'était des articles, c'était à la limite du putaclic, quoi. En tout cas, c'était très 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 grand public, et ça évoquait de biais, on va dire, ça touchait à des sujets d'architecture, mais on n'était pas dans un truc très frontal. C'était pas une étude précise sur le dernier bâtiment de Dominique Perrault, quoi. C'était des choses beaucoup plus un peu légères, un peu voilà. Et donc ce blog-là, dans un premier temps, il m'a permis effectivement de faire des piges à droite à gauche, notamment chez Slate, où j'ai beaucoup été aidé aussi par la rédactrice en chef de l'époque, rédactrice en chef adjointe, je crois, Charlotte Pudlowski, qui pour elle, je pense que ma formation de journaliste, disons qu'elle est en 3 temps, et peut-être que c'est ça le 3e temps après Radio Campus Paris et le Grand Journal, on va dire. C'était vraiment chez Slate où c'est la première fois qu'on me relisait précisément mes papiers et qu'on m'aidait à les problématiser, à les réécrire, etc. Et c'était quelque chose de très 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 formateur. Donc le blog me permettait d'avoir des articles comme ça, de pouvoir proposer des articles à certains médias. Mais malgré moi, je me suis rendu compte, ce que je te disais tout à l'heure, qu'en fait ce blog finalement il avait son petit public, et en fait peut-être qu'en lui-même il pouvait déjà être intéressant. Et c'est là où j'ai souhaité le professionnaliser. Alors j'étais toujours tout seul derrière mon ordinateur et en pyjama, comme c'est une blague que j'ai avec mon associé où je raconte qu'avant de le connaître, je bossais de chez moi en pyjama, mais c'est vrai, comme beaucoup je crois ce qui finalement est devenu courant. Oui, c'est ça, exactement. À l'époque, c'était pour les indépendants, les freelances. Il y a 2 ans, ça m'aurait étonné. Oui, non, c'est vrai. Non, ça se fait totalement, effectivement. J'ai passé une année d'études comme ça. Bon, voilà. Et donc
Et donc c'est vrai que j'étais toujours tout seul, j'étais toujours chez moi et j'étais toujours en pyjama, mais d'un blog présenté comme un blog, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus structuré et avec des articles, un peu plus d'articles de fond, mais aussi un peu plus d'actualité. Enfin voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus complet qui pouvait. Mon but, c'était qu'en un seul site web, en un seul magazine web, on puisse avoir un panorama assez large de l'architecture avec à la fois des infos très concrètes que je reportais sous forme de c'est un fil qui reprend les grandes actus de l'architecture prises sur toute la presse en ligne, mais en même temps des diaporamas pour présenter des bâtiments, pour montrer la production architecturale d'aujourd'hui, mais aussi des thématiques traitées par le biais d'articles de fond, et puis aussi une présentation de tous les événements qu'il y avait autour de l'architecture, de tous les contenus qu'on pouvait trouver en ligne, voilà. Donc c'est un peu un panorama de tout ce que je pouvais moi en tant que lecteur avoir envie de savoir sur l'architecture. Je voulais le présenter en un seul site web pour les gens qui y seraient intéressés. Et donc c'est comme ça que ce petit blog Thema.archi est devenu ce que j'ai appelé ensuite le magazine web Thema.archi, voilà, que j'ai fait pendant longtemps tout seul avant d'être rejoint par une équipe. Peut-être que ce sera la suite de la discussion. Oui, mais justement après tu repasses, enfin tu recrées une structure justement de production où maintenant c'est toi qui embauches des gens dans l'ombre, qui était ma prod, et il y a 6 personnes. J'ai compris vaguement que ton rôle avait à voir avec l'éditorial, mais en même temps j'ai vu que sur le site de l'Ordre des architectes tu avais fait des conférences, donc si jamais tu peux m'expliquer ton rôle dans cette chose qui était ma prod. Eh bien écoute, alors puisqu'on est dans la chronologie, continuons sur la chronologie parce qu'elle explique bien, je crois à tout ça. Ouais, je trouve que ça marche bien là. Ouais, c'est vrai, hein, c'est pas mal finalement. Donc en fait, voilà, à ce moment-là, je suis journaliste pigiste pour différents médias. En même temps, j'ai mon propre magazine web sur lequel j'écris. Si bien que je commence à me faire un petit réseau aussi dans le milieu, comment dire, de la médiation autour de l'architecture. À ce moment-là aussi, c'est là où je commence la chronique que je continue encore cet été sur France Inter. Et donc tout ça fait que je commence à me faire un petit réseau dans le milieu de la sensibilisation à l'architecture, de la médiation autour de l'architecture, et je suis sollicité par quelques structures, par le CAUE de Paris notamment, par l'Ordre des architectes d'Île-de-France, par voilà, quelques structures comme ça qui me sollicitent pour travailler avec eux. D'abord sur de l'animation de table ronde, c'était la première chose que j'ai faite en plus de juste d'écrire des articles, on va dire. Et puis petit à petit, en fait, je les aide un peu sur d'autres travaux éditoriaux avec le CAUE de Paris. Je fais des podcasts, notamment on monte une série de podcasts. Et puis avec l'Ordre des architectes, j'ai commencé à animer des tables rondes, mais aussi à les filmer. Pour la première fois, j'ai eu l'occasion j'avais un copain qui faisait des vidéos, et du coup, ensemble, on a collaboré pour faire la captation d'une des tables rondes. Et en fait, ça a commencé à être des services que j'ai pu proposer à d'autres structures. Et à ce moment-là, c'était assez intéressant pour moi parce que ça me permettait d'un coup de vivre sans dépendre de structures extérieures. C'est-à-dire que j'ai arrêté à ce moment-là les piges pour... on parlait de Slate, mais je faisais aussi beaucoup de piges à France Inter à cette époque où je continuais d'être assistant d'émission par semaine de temps en temps comme ça parce que le site web en lui-même, il rapportait pas énormément. Donc voilà, il fallait trouver d'autres sources de financement. Pardon, je fais juste une pause, mais puisqu'on parle des finances, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer, de savoir comment est-ce que on finance tout ça. Oui, je sais jamais comment aborder la question. Et voilà, non, mais allons-y. Je l'ai entre parenthèses sur mon conducteur. C'est hyper important. Non, c'est hyper important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore sur d'autres manières. Mais en tout cas, là, puisqu'on est sur ce moment-là où tu lances une activité, moi, j'ai profité d'un chômage. J'avais 1 an et demi de chômage en sortant du grand journal de Canal+. 1 an et demi, c'était intéressant. Ça m'a permis de monter une activité, mais c'était pas suffisant. Donc, parce qu'en 1 an et demi, j'avais pas non plus suffisamment de piges à droite à gauche pour me faire un vrai revenu. Donc, quand mon chômage s'est terminé, j'ai bossé notamment en hôtellerie. J'étais réceptionniste de nuit dans un hôtel dans le 17e arrondissement. J'ai fait ça 6 mois. Et ça me permettait d'avoir... c'était même pas un complément de revenu, c'était mon revenu en fait. Mais c'est arrivé, ce travail dans un hôtel, c'est arrivé au moment où je commençais à avoir justement de plus en plus de prestations au-delà de mes articles. Et si bien que je finissais par trouver un équilibre et j'ai fini par arrêter de piger à droite à gauche, par arrêter de bosser dans cet hôtel et par n'avoir mes revenus que via mes activités éditoriales ou
je te disais, de production, de captation, etc. Donc, autour de Thema.archi, on va dire. C'est-à-dire qu'il y avait le magazine web Thema.archi, et puis en même temps, j'étais sollicité pour animer des tables rondes, et puis en même temps, j'étais sollicité pour rédiger les réseaux sociaux pour une autre structure, et puis en même temps, j'étais sollicité pour faire une captation de table ronde à un autre endroit. Enfin voilà. Et c'est tout ça qui me permettait de. Ça faisait c'était des revenus que je trouvais assez cohérents, c'est-à-dire que je restais dans ce domaine-là. Je commençais à emprunter en fait le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui à Themaprod, à savoir un média qui me permet qui est le cœur du sujet, qui est ce par quoi je suis venu et qui me permettait de défendre une position de l'architecture, de défendre un propos de sensibilisation, de médiation autour de l'architecture, et en même temps des prestations annexes qui nécessitent les mêmes compétences que pour ce média. Donc des compétences éditoriales autour de la question de l'architecture et qui me permettaient de financer tout ça, quoi. Donc non, c'est très important cette question de l'argent, mais voilà, j'étais content de pouvoir au début j'étais complètement aidé donc par un chômage, et puis j'ai dû prendre un vrai job à plein temps pour me faire des revenus. Puis au fur et à mesure, je commence à gagner un petit peu d'argent par mes activités propres et je peux m'affranchir de tout ça. Et il y a eu un événement à ce moment-là qui a marqué vraiment la fin entre tous ces petits boulots, toutes ces piges et le début de ma vie en tant qu'indépendant uniquement dans le domaine de l'architecture, de la sensibilisation à l'architecture. C'est un petit tour de France que je m'étais organisé où j'avais pris mon vélo pendant un mois, pendant 30 jours. C'était un peu d'organisation en amont, mais je m'étais retrouvé pendant 30 jours à être sur les routes de France comme ça. C'était vraiment un super souvenir, c'était vraiment très très bien. T'es pas le premier qui me dit ça, c'est marrant. Écoute, je sais pas si t'as prévu ton été, mais pour un budget assez faible, tu peux vraiment passer des super vacances en prenant ton vélo et en allant faire un tour sur les routes. C'est hyper chouette, et là pour le coup je m'étais donné la consigne, en plus de juste faire du vélo, c'était pas ça l'intérêt, c'était surtout d'aller voir des villes. En fait, c'est vrai que je me rendais compte que je connaissais finalement assez peu l'architecture. Je la connaissais de façon très théorique, mais j'avais peu d'expérience de bâtiment, et surtout j'avais peu d'expérience d'usager de bâtiment. Et donc pendant un mois, je suis allé dans plein de villes et je faisais des articles au quotidien. J'ai fait beaucoup de reports aussi sur Twitter notamment, et je m'en suis aussi servi pour certaines de mes chroniques sur France Inter. Donc tout ça, c'était des discussions avec des habitants, des visites de logements. Voilà. En gros, j'arrivais dans une ville, j'avais pas de programme prédéfini, mais en fait, de discussion en discussion, je me retrouvais à faire des visites assez chouettes, et le soir, je me faisais mon petit article dans ma chambre d'hôtel. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant un mois. Et j'avais quelques sponsors qui m'ont permis de financer ce voyage-là. La Cité de l'Architecture notamment, Decathlon qui m'avait aidé, qui m'avait filé un vélo. Il y avait une marque de vêtements aussi qui m'avait payé pour aller faire pour animer des événements dans certaines de leurs boutiques qui étaient situées sur mon parcours. Bref, tout ça, ça me permettait d'avoir un petit revenu, et donc c'est ce projet-là qui a été vraiment l'élément déclencheur et qui m'a permis d'arrêter de faire plein de petits jobs et de me concentrer à fond sur juste la médiation, la sensibilisation à l'architecture. Si on revient sur Themaprod, justement, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que vous proposez un grand nombre de formats. Donc vous faites des vidéos, du podcast, en même temps il y a toujours de l'écrit avec Thema.archi, vous animez des conférences, et j'en oublie. Et en fait, la structure même de Themaprod me fait penser, je sais pas si tu connais, mais au média Vox, qui est arrivé sur YouTube il y a à peu près 5 ans, et qui a un peu révolutionné, ou du moins redéfini ce que peut être un média de nos jours, avec une équipe de journalistes comme Johnny Harris, qui à la fois sont capables de présenter des vidéos, mais font aussi du montage, du motion design, de la musique. Et du coup, plus récemment en France, il y a la chaîne du Monde qui a un peu pompé cette formule. Mais de manière générale, en fait, il y a de plus en plus d'exemples de journalistes un peu touche-à-tout, qui sont à la fois derrière et devant la caméra. J'imagine que c'est aussi lié au fait qu'ils sont issus de la génération Internet. Je pense tout à fait. Et c'est pas anodin du tout que tu parles de Vox, ça faisait partie effectivement de mes influences. J'ai un frère qui habite aux États-Unis depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est très, qui voit tout ça aussi, qui voit tout ça venir. Et d'ailleurs c'est marrant, mais ça marche encore dans certains domaines, l'avance que peuvent avoir les États-Unis. Et c'est mon frère Erez qui notamment m'a parlé de podcast à un moment où en France il y en avait un balbutiement, mais
je me voyais vraiment pas faire ça. Et puis il insistait. Et puis c'est vraiment, enfin voilà, de la même manière que c'est lui qui m'avait parlé de Vox, c'est lui aussi qui m'a parlé des podcasts. C'est lui, enfin voilà, ça fait partie tout ça de mes influences en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur des domaines très très larges, enfin des manières de présenter l'architecture qui sont très très larges. Ça c'est beaucoup venu avec mon associé. En fait, le mot Thémaprod, il date du moment où j'ai commencé à faire des prestations. J'étais tout seul à l'époque, mais j'ai commencé à dire tiens, Thémaprod, vu que j'ai ce magazine web qui s'appelle Théma.archi, bon bah si je commence à faire des trucs qui sont pas vraiment liés à Théma.archi, je vais trouver un autre nom. Donc j'ai fait Thémaprod, je sais plus comment c'est venu. Et donc le nom date de ce moment-là, c'était il y a déjà quelques années. Mais il se trouve que je suis resté tout seul pendant tout ce temps-là, pendant 4 ans je pense, avant de rencontrer il y a 3 ans mon associé, enfin plutôt avant de m'associer il y a 3 ans avec Thomas Blancard que j'avais rencontré quelques années plus tôt. Et c'est à ce moment-là qu'est venue cette diversification dont tu parles. Si tu veux, quand je me suis associé avec Thomas, on a essayé de redéfinir un petit peu le projet, tu vois. Quand je me suis associé avec Thomas, où est-ce qu'on en était, où est-ce que j'en étais, j'avais ce magazine web, Théma.archi, qui me rapportait assez peu d'argent parce que j'avais pas beaucoup de contenu sponsorisé dessus et j'avais pas de pub à proprement parler. Et le contenu est gratuit pour les lecteurs, bien sûr. Et donc j'avais assez peu d'argent par Théma.archi, j'avais surtout de l'argent par notamment France Inter chaque été, mais aussi par toutes les prestations que je faisais autour, comme je te disais. Et c'est vrai que j'assumais pas forcément ces prestations-là parce que je trouvais que ça salissait un petit peu le magazine. J'étais assez fier de faire un magazine sans publicité et donc sans le cacher pour autant, mais je n'avais pas envie forcément de mettre en avant le fait que oui, j'anime des tables rondes pour le CAE de Paris, tiens, pour encore parler d'eux parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bossé avec eux. Et donc c'était un peu 2 activités différentes pour moi. Il y avait Théma.archi qui était mon activité publique que je revendiquais. Je suis journaliste d'architecture et voilà ce que je fais. Et puis il y avait tout ce que je faisais à côté qui était un peu moins revendiqué, alors même que c'est ça qui me rapportait aussi tout l'argent. C'est ça qui me permettait d'alimenter Théma.archi. Et quand Thomas est arrivé, en fait, il vient pas du tout du milieu du journalisme et donc il a regardé ça avec je crois un peu de regard un peu circonspect et puis il me dit mais enfin en fait, on s'en fout de journaliste, pas journaliste. En fait, la question, c'est pas ça. Ce qu'on a envie de montrer, on a envie de parler d'architecture, on a envie de montrer que c'est quelque chose d'accessible, on a envie de sortir des discours trop complexes autour de l'architecture. Donc, continuons à le faire avec Théma.archi de façon la plus libre possible, sans aucune contrainte. C'est quand même l'avantage d'avoir son propre média, c'est que on n'a aucune contrainte. Et puis en plus, nous, de la manière dont on le fait, Théma.archi aujourd'hui, on est 2 journalistes et demi, on va dire, à plein temps dessus. Et pour le coup, on ne s'interdit absolument rien. On n'a d'une part pas la moindre obligation de publication, parce que c'est complètement indépendant de toute l'activité qu'on peut faire avec Thémaprod, mais en même temps on se censure surtout pas. Enfin voilà, si un jour on a envie de parler sur Théma.archi du ministère de la Culture ou de Trophée Béton par exemple, qui sont des clients à côté de Thémaprod, on n'est absolument pas, on n'a pas la moindre contrainte pour le faire évidemment. Et ce que Thomas a apporté vraiment, c'était l'idée de se dire on a Théma.archi d'un côté, très bien, on continue, enfin tu continues, parce que Thomas touche pas à Théma.archi, tu continues d'écrire sur l'architecture de façon la plus libre possible, et en même temps, on a Thémaprod, qui cette fois est une agence de production de contenu et d'accompagnement aussi, de conseils dans le domaine de l'architecture. C'est une seule et même structure juridique, mais ce sont 2 activités distinctes qui participent au même but finalement. C'est encore une fois, c'est parler d'architecture, sensibiliser l'architecture, participer à vulgariser l'architecture. Donc d'un côté, on le fait avec nos propres contraintes sur Théma.archi, c'est-à-dire que c'est à nous de décider la manière dont on veut parler d'architecture et ce qu'on a envie de revendiquer. Et d'un autre côté, on le fait à travers nos clients, à travers les projets qu'on construit avec et pour nos clients via Thémaprod. Et en fait, ça m'a un peu... ça a complètement changé ma manière de voir les choses, d'avoir cette discussion avec Thomas à ce moment-là. Et en fait, c'est là où ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, ça coûte cher de faire une vidéo, ça coûte cher de faire un podcast, ça coûte cher de faire tout ça. Et c'est ce qui fait que je m'interdisais souvent de le faire sur Théma.archi parce que je me dis, bon, je ne vais pas commencer à investir autant dans une vidéo, dans un machin. Ben, en fait, si je ne vais pas faire la vidéo pour Théma.archi, peut-être qu'il y a un client qui peut être intéressé par une vidéo, par un podcast, qui, lui, va y trouver son intérêt, et moi, je vais réussir à défendre mon propos. Et alors,
c'est des discussions toujours âpres avec nos clients. C'est-à-dire que si demain on propose une vidéo pour porter un panneau publicitaire et dire que tel ou tel client fait un travail génial, tu vois, on bosse avec des promoteurs, on bosse avec Cogedim, avec Emerige, on bosse avec des architectes. Si on me demande de porter un panneau publicitaire pour dire combien leur travail est génial, je n'aurais aucun intérêt à le faire et je refuserais évidemment. Maintenant, lorsqu'on nous propose un projet dans lequel on trouve notre liberté éditoriale et on arrive à défendre un propos et surtout dans lequel on arrive, en tout cas on pense réussir à pouvoir participer à vulgariser là encore l'architecture, à ouvrir, à toucher des nouveaux publics autour de l'architecture, et ben on y va en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que voilà, dans le magazine, c'est à nous de définir les règles. Face à nos clients, et ben en fait on se sert Des sortes de parasites. Non mais bien c'est exactement ça, mais ouais tout à fait, c'est une forme de parasitage très bienveillant et très bénéfique et nos clients sont tout à fait au courant de ça. Je veux dire, on vient pas nous appeler encore une fois pour porter un panneau publicitaire parce que bon, ils savent que c'est pas des choses qui nous intéresseraient, mais surtout parce qu'on s'y retrouverait pas en fait, on n'aurait pas forcément un intérêt à faire ça. Et donc tu évoquais des manières différentes de parler d'architecture qui étaient, tu vois, tu parles du podcast, des podcasts, on fait un podcast avec un fabricant de matériaux qui s'appelle Equiton qui ne regarde en rien l'éditorial de nos podcasts, mais ils mettent comme un coup de tampon, c'est-à-dire que le podcast est présenté par Equiton. À chaque fois qu'on communique sur le podcast, on cite leur nom. Bon très bien, voilà, eux ils y trouvent leur intérêt, en matière de notoriété c'est intéressant pour eux, et nous ça nous permet de financer ce podcast dans lequel on interview tout un tas d'architectes, c'est une super expérience, voilà. Mais si jamais ils veulent mettre un coup de tampon sur le sur ton podcast, effectivement, écoute, je passerai le message. Non, mais tu vois, pareil sur des vidéos, nous on a envie de faire on avait envie de faire des vidéos pour présenter des bâtiments. On avait vraiment ce truc-là, des petites vidéos de 3 minutes. Et ben à ce moment-là, on est en discussion avec Cogedim qui nous propose de faire une web-série pour présenter des bâtiments Cogedim. Bon, là, on en discute et puis on trouve un terrain d'entente en fait où c'est une web-série où on présente des bâtiments qui sont conçus par des architectes qui ont fait des bâtiments Cogedim, mais on va pas faire forcément des bâtiments Cogedim. Et eux, ça leur permet de revendiquer, regardez, cet architecte, il fait du bon boulot, la preuve, enfin, il travaille avec nous, il fait du bon boulot, la preuve dans cette vidéo-là. Et nous, en fait, ça nous permet de faire des vidéos où on fait des présentations de bâtiments. Et on en a encore d'autres, des choses comme ça, tu vois. Là, on bosse en ce moment avec le ministère de la Culture, on fait une série pour eux sur Instagram, un mardi sur deux, on a un live Instagram, donc un mardi sur deux à 19h, si vous voulez prendre le rendez-vous. Et on présente, on fait une visite de musées, de monuments, voilà, d'un lieu remarquable partout en France. Et c'est une visite à 2 voix, donc avec un journaliste Thémaprod et un intervenant sur place, un directeur de musée, un conservateur, etc. Et ça, on le fait pour le compte Instagram du ministère de la Culture. Là encore, tu vois, le ministère de la Culture avait envie de montrer les bâtiments culturels en France. Ils ont fait appel à nous, on a co-construit ce format avec eux et ça nous permet, nous, là encore, alors on est un petit peu au-delà de l'architecture là en l'occurrence, mais on a parfois des sujets architecturaux, en tout cas ça va toujours dans cette idée de sensibilisation, de vulgarisation, d'ouvrir un sujet un peu restreint, de l'ouvrir au plus grand nombre, tu vois. Et donc voilà, ce que je disais, c'était que tu parlais tout à l'heure de cette diversité de formats. Certes, on a des émissions aussi, des petites émissions web, là encore, toujours dans ce même format, toujours dans cette même idée, en collaboration avec des clients. Le syndicat de l'architecture, l'autre jour, nous commande une série d'émissions. On a fait 3 rendez-vous comme ça, dans plusieurs villes en France, où on construit une émission avec des invités, avec un sujet, l'émission est diffusée en direct sur Internet, avec des séquences, tu vois, il y a des jingles, etc. C'est vraiment une vraie petite émission. Donc c'est un propos éditorial qui vient de nous, mais c'est soutenu et c'est même impulsé là en l'occurrence par le syndicat de l'architecture. Enfin bref, voilà les différents formats de production qu'on a, mais en fait ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que via Thémaprod on fait aussi de l'accompagnement. Par exemple, on travaille avec des DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, donc qui sont les émanations régionales du ministère de la Culture, et on accompagne plusieurs DRAC dans l'organisation des journées du patrimoine. Donc là, on sort complètement, on est vraiment même plus dans un travail de journaliste. Mais il y a toujours cette idée de médiation, de sensibilisation, de lien entre un domaine de patrimoine, etc. et le grand public que nous sommes tous, puisque du coup, on s'occupe de coordonner
l'organisation des journées du patrimoine dans certaines régions. Voilà, et on en a encore d'autres, des choses comme ça. C'est pour dire, effectivement, on a une activité très, 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 très diverse et variée. Le fil conducteur de tout ça, c'est juste que de parler d'architecture, de patrimoine, de ville. Et par extension, on est parfois amené à parler un peu de design, parfois à parler un petit peu d'art, ou parfois à parler un petit peu de tout ça. Mais voilà, en tout cas, on se diversifie encore plus, tu vois, que finalement que ce qu'on peut voir à travers nos productions. Et du coup, petite curiosité, parce que j'imagine qu'entre aller, par exemple, un petit peu à Nantes pour une chronique d'architecture, faire des conférences filmées à 19h, niveau charge de travail, ça va tes semaines? Écoute, on travaille beaucoup. Et on travaille peut-être un peu trop. Enfin, on a travaillé pendant un temps peut-être un peu trop parce que le démarrage d'une entreprise, c'est toujours un gros boulot. Alors pendant 4 ans, j'étais freelance et du coup, freelance, on travaille beaucoup. Là, maintenant, ça fait 3 ans que notre entreprise avec Thomas est en route et on travaille aussi beaucoup, mais peut-être que là justement on commence maintenant à se structurer suffisamment. On est une petite dizaine à l'agence, alors ça fluctue. Là en ce moment on a des stagiaires qui sont avec nous, donc c'est ce qui nous amène à ce nombre-là, mais aussi il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, c'est comme dans toute entreprise, mais voilà, disons qu'on est autour d'une dizaine dans la boîte. Et bien là ça commence tout de même à se structurer suffisamment pour avoir une charge de travail qui commence à être un peu plus acceptable. Et c'est vrai que notamment on a embauché il y a peu une assistante de direction qui, là d'un coup on commence à prendre un peu un autre... on change un petit peu d'échelle et ça nous permet aussi de moins travailler. Je découvre avec grand plaisir la joie du week-end depuis quelques mois maintenant et j'ai pas envie de revenir là-dessus. Je pense que c'est quand même hyper important. Alors, je ne sais pas si c'est inévitable en montant sa boîte de bosser beaucoup, de bosser trop, de bosser tout le temps. En tout cas, ça a été notre cas et je crois que ça l'est de moins en moins. J'espère que ça ne le sera plus du tout et j'aimerais bien désormais, effectivement, avec toutes ces activités-là, pouvoir tout de même avoir un emploi du temps qui pas trop chargé non plus. Mais donc pour répondre à ta question, ça va, on s'en sort et on s'en sort parce qu'on est une petite équipe justement. On a je pense à notre journaliste Marie Crabier qui est là depuis le début de la société et qu'on avait embauché à la base dans le cadre d'un apprentissage, qui aujourd'hui évidemment est en CDI, mais qui a vraiment vu tout ça depuis le tout début et elle participe vraiment aussi aujourd'hui. Le travail est partagé entre nous tous et donc du coup on s'y retrouve tous beaucoup mieux. Bon, ça fait un petit peu, à peu près 1 heure qu'on parle. Et du coup, pour conclure, pour aller vers une conclusion de cette interview, j'ai une question que je pose toujours, c'est si tu avais devant toi le David jeune qui est en études d'architecture ou avant de prendre la décision d'aller en architecture, est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours? Alors, non, je pense pas. Écoute, je sais pas si c'est parce que j'ai un regard rétrospectif chouette sur mon parcours ou alors si c'est parce que finalement j'ai eu de la chance dans mes choix, mais je regrette pas grand chose dans mon parcours, dans le sens où je suis très content d'être à la place d'être à cette place aujourd'hui. Et je vois pas trop comment j'aurais pu y être différemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vraiment le fruit de tout un parcours, c'est vraiment la destination de tout un trajet. Et ce trajet, il passe par des études d'architecture, effectivement, par tout ce qui s'en est suivi, que j'ai pu te raconter là, en long, en large et en travers, effectivement. Mais les études d'architecture, c'était un des éléments déclencheurs, évidemment. Donc, non, je pense qu'il aurait fait... je pense que je lui aurais dit de continuer là-dedans et que c'était sans doute une bonne idée. T'as peur de parler à l'oral, tu verras dans 10 ans. Non mais c'est vrai, mais bien sûr c'est marrant, tu vois. Comme quoi. Et d'ailleurs, comment on fait pour avoir une voix radio comme la tienne? Première nouvelle, j'ai une voix radio, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée ça. Écoute, je sais pas, peut-être que je te remercie pour le compliment et si c'est le cas, alors je pense que c'est à force de parler, de parler dans un micro de radio, un micro de table ronde, de conférence. Il y a un moment où on veut plus s'essouffler en fait. Donc c'est peut-être ça qui aide aussi. Non, parce que j'avoue que je suis un peu jaloux, parce que moi quand je m'entends au montage, je me fais... Ah non, mais alors si c'est ça, il y a vraiment aucun souci, parce qu'évidemment que sa propre voix n'est jamais facile à écouter.
Et pour ce qui concerne la tienne, je peux t'assurer qu'elle est très bien ta voix. Tu garderas bien ça dans le montage. Tu ne coupes surtout pas ce passage. Ta voix est très très bien et je me suis fait la remarque en écoutant ton podcast avant de venir parce que voilà, du coup j'ai écouté quelques épisodes pour savoir un petit peu où je mettais les pieds et j'étais très étonné. Je me suis dit ah bah tiens c'est bien fait, c'est pro, c'est propre et il a une bonne voix l'animateur. Donc je te jure que je l'ai dit explicitement comme ça. Voilà. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bon voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce long parcours ? Tu n'as pas noté beaucoup de choses sur ta feuille. C'est vrai, je t'ai demandé une feuille et puis finalement voilà, j'ai fait 3 gribouillages et... Tu as écrit mon nom avec une faute d'orthographe. Non, je l'ai écrit en phonétique parce que précisons que il s'écrit S-A accent circonflexe M et je t'ai entendu dire tout à l'heure somme. Je me suis dit ah bah oui, donc si je l'interpelle, il faut bien que je dise somme et non pas Sam parce que j'étais parti pour t'appeler Sam sinon. Donc non, c'est tout ce que j'ai noté sur la feuille. J'ai rien de plus à rajouter. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est très étrange de parler comme ça de soi pendant aussi longtemps, mais c'est intéressant en fait, avant de venir, j'ai aussi un petit peu réfléchi à ce que j'allais dire. Je voulais juste m'assurer que je me rappelais bien de tout ce que j'avais à te dire et c'est vrai que c'est très intéressant de faire ce travail rétrospectif là et puis j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire, donc c'était intéressant pour moi de revenir sur tout ça. Je te remercie de m'en avoir donné l'occasion en tout cas. Eh bien merci beaucoup d'être venu partager ton parcours et donc on peut te retrouver sur France Inter le samedi et le dimanche matin dans les choses de la ville et tu m'as dit le mardi aussi. Oui, un mardi sur 2 sur le compte Instagram du ministère de la Culture. Alors ce ne sera pas forcément moi, il y a aussi notamment notre journaliste Marie Crabier et puis mon collègue Thomas Blancard qui sont à l'animation de cette série qui s'appelle Culture chez nous en direct, voilà, qui est une visite de 30 minutes d'un lieu patrimonial partout en France sur le compte Instagram du ministère de la Culture. Très bien, eh bien merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblent les propriétaires des voix que vous entendez à chaque épisode, je ne peux que vous inviter à passer sur le compte Instagram @iquitect. Vous y trouverez le portrait de tous mes invités dessiné par Louise Gonéméry. Sinon, à bientôt.